parents ne connaissaient pas cette carte de France où chaque année, les ingénieurs dessinent, entre les centres de production et de consommation de l'énergie, les routes nouvelles de l'âge électrique. Ce premier tracé à vol d'oiseau n'est pas une ligne abstraite. Le plus court chemin d'un point à un autre doit ici faire des crochets pour éviter que la haute tension passe trop près des agglomérations, des aérodromes ou des sites historiques. En maquette, les pylônes ont 60 cm. En réalité, on en construit en France en une seule année la hauteur de 600 tours Eiffel. La forme et l'emplacement exact des pylônes de soutien a été déterminé sur plan, grâce à la chaînette de l'ingénieur qui indique sur le profil du terrain tout le long du trajet la flèche du câble conducteur. Le reste ne sera en somme qu'un immense jeu de mécano. Pour mener ce jeu-là, il faut d'ailleurs être encore un peu enfant, avoir du moins le goût du plein air et des performances sportives. Nous sommes aux environs de quelques barrages alpestres, à 2700 mètres d'altitude. Il a fallu 5 heures pour monter de la vallée, mais au Treuil, on ne mettra qu'une demi-heure pour hisser cette fourche à la face du Mont Blanc. À cette altitude, une bourrasque risque toujours d'abattre une charpente incomplète. Il faut donc travailler sans relâche pour assurer la stabilité de l'échafaudage au cours de la première journée. On a eu de la chance et il y aura encore un peu de répit avant la nuit. Notre chien de chantier nous dit démêlez-vous, les portails de Gaël sont plus que nous, sont plus que nous. Ce n'est pas par hasard si les lignards ont adopté une chanson de marin. Ils ont comme eux un métier vagabond et éventé. Le règlement les oblige à utiliser des crampons de caoutchouc et des ceintures de sécurité. C'est que leurs mâtures sont hautes comme des maisons de 10 étages. Comme en mer, on retrouve ici la camaraderie bourrue du travail d'équipe. Allez, tirez un coup de place sur le câble, un coup de tête. Dépêche-toi, hein, parce que tu vas rebattre tout à l'heure. Allez, mettez un coup, les gars, on va le vélo, hein. Et Nicolas, fais petit four, là, tu fous jamais rien, là, mon Dieu, à la fois. Pourtant, c'est pas vendu aujourd'hui. Ils sont 12, et il leur faut 2 jours seulement pour fixer ces 30 tonnes de poutrelles à 40 mètres de haut. 2 jours pendant lesquels un instant d'inattention, un outil qui tombe, peuvent être mortels. Le métier de lignard a ses risques. Il a aussi ses traditions. Sur l'ouvrage terminé, une bannière, c'est bien ici le cas de le dire, flottera au vent des cimes. De montagne en vallée, de colline en plaine, la forme des pylônes peut varier. Mais quelle que soit la configuration du terrain ou la longueur des portées, le câble, lui, reste le même. Ou plutôt les 3 câbles, un pour chacune des 3 phases du courant à 220 000 volts. C'est un filin d'acier entouré d'aluminium fragile qu'il faut éviter de rayer dans les cailloux et les broussailles. Dès qu'un obstacle se présente, une haie, une route,
on dresse un portique provisoire sur lequel passera facilement une câblette maniable. Le treuil enroulera la câblette qui, à son tour, entraînera un des 3 câbles, le hissera jusqu'à la poulie provisoire suspendue au bras du pylône et le dévidera patiemment sur toute sa longueur jusqu'au raccordement opéré par un manchon conducteur. Quand le déroulement a été effectué sur une quinzaine de portées, le treuil tendra les câbles. Des visées optiques vérifieront la hauteur des flèches. Les chaînes isolatrices sont montées sur place. Leur longueur dépend évidemment du voltage prévu pour le courant transporté. C'est ce voltage qui impose aussi l'écartement des conducteurs entre eux, c'est-à-dire l'envergure des bras du pylône. Si, par extraordinaire, un arc s'amorçait entre le conducteur et la masse du pylône, l'étincelle serait circonscrite entre les 2 anneaux fixés à chaque extrémité de la chaîne. On les appelle les anneaux de garde. Ici, la place et la courbe de chaque pièce répondent à une fonction précise. L'élégance de cette architecture est celle d'une épure. Dernière opération, la fixation des câbles dans les pinces qui les soutiennent, main de Jupiter moderne, étreignant la foudre apprivoisée. Sur les berges de cet estuaire qui relie 2 des plus grands ports de France, il a fallu dresser un portique géant permettant le passage des navires de haute mer. Cette console de 5000 kg sera montée tout d'une pièce à 113 mètres de haut. Ceci d'ailleurs n'étonne que le profane. Ce n'est pas 5, mais 30 tonnes que les ingénieurs peuvent aujourd'hui dresser d'un seul coup. Et toute l'opération se fait en un quart d'heure. Un autre cas où la rapidité de manœuvre est indispensable est celui de la traversée d'une gare de triage. Sur une largeur de 1 km de voie ferrée, les trains passent tous les quarts d'heure. Il s'agira de tirer les câblettes, de dérouler les 3 câbles et de les tendre en une seule journée sans jamais interrompre le trafic. Plus la ligne approche des grands centres, plus le passage devient difficile. L'espace aérien lui-même est encombré. Ces sphères étranges, auxquelles on attribuerait facilement quelques mystérieuses propriétés électriques,
ne sont en réalité, au voisinage des aérodromes, qu'une simple signalisation aérienne de sécurité. De 400 ou 500 km, la ligne se termine parfois, dans la banlieue des grandes villes, par un dispositif qui permettra aux 200 ou aux 400 000 volts de rentrer sous terre pour parcourir sans danger les derniers kilomètres. La ligne ressurgira du sol au poste même de distribution. Un poste de distribution, point d'aboutissement de plusieurs lignes de haute tension, se comporte comme une gare régulatrice aux multiples aiguillards. Les sectionneurs ouvrent et ferment les circuits. Les disjoncteurs les coupent automatiquement en soufflant les arcs comme de gigantesques bougies. Le courant aboutit à une sorte de collecteur général à haute tension que les techniciens appellent le jeu de barre. Mais la haute tension n'est que le costume de voyage de l'énergie. Du jeu de barre, le courant est donc dirigé sur les transformateurs. Dans toute la fantasmagorie du matériel électrique, il n'y a pas de monstre plus étrange que le transformateur. Par le poids, les formes, l'allure lente au moment de la mise en place, il s'apparente à la famille des pachydermes. Et pourtant, pour l'inauguration d'une telle pièce, c'est encore une tradition maritime que l'on retrouve ici. Vous n'auriez tout de même pas voulu qu'on fiche en l'air, non? Je te baptise Zéphirin. À la santé de Zéphirin. En laboratoire, les isolateurs et les conducteurs ont été étudiés et éprouvés avec un énorme coefficient de sécurité. Il faut monter à 500 000 volts pour créer entre deux pôles un arc de 50 cm. Il faut aller jusqu'à 900 000 volts, plus de 4 fois le voltage utilisé pour qu'un arc se produise sur le matériel en exploitation. La nouvelle ligne est alors mise en charge. À 300 000 km à la seconde, l'énergie va courir entre le Dauphiné, les Pyrénées ou les Flandres jusqu'aux grandes cités. C'est l'heure où les villes demandent à l'électricité le maximum de force et de lumière, l'heure de la pointe. Alors interviennent les dispatchings, véritables centres nerveux de la distribution de l'énergie. Dans ces postes généraux de répartition, les ingénieurs, par un jeu presque abstrait de l'esprit, équilibrent production et consommation grâce aux différents relais qui jalonnent le pays. Allô, Crenet, voulez-vous envoyer des parts Chevilly? Allô? Comment? Oui, compris. Au même moment, dans chaque région de France,
au centre d'interconnexion, un seul homme et de câble. Tout ici fonctionne quasi automatiquement. Régler la circulation électrique d'une province entière paraît aussi simple que de tourner un commutateur, de faire chauffer sur le radiateur le café de l'aube. Mais pour aboutir à cette sorte de cerveau mécanique, il a fallu, et il faudra encore pendant de nombreuses années, que 3000 lignards travaillent sans relâche dans la neige, la boue et le vent.